Fanny Brunel est doctorante en droit privé à l'école de droit. Bonsoir à tous. Alors effectivement, Monsieur Riffard s'excuse, mais vous pouvez être assuré qu'il est bien là, au moins par la pensée. Alors, le caricaturiste est le juge, cible et bouclier. Il s'agit ici d'analyser par quelques pistes de réflexion les rapports qu'entretiennent le juge et le caricaturiste. Deux axes d'étude se dessinent alors. D'une part, le juge comme cible du caricaturiste et d'autre part, le juge comme bouclier protecteur du caricaturiste. Alors, le juge comme cible des caricaturistes tout d'abord. Après quelques recherches infructueuses, le constat que l'on est bien forcé de prendre en compte est celui d'un vide. Oui, il est facile de trouver des caricatures d'hommes politiques, du garde des Sceaux, telle celle de M. Pernaut par Raoul Cabrol, de caricatures d'avocats, mais non, la réciproque n'est pas vraie pour le juge. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce désintérêt des caricaturistes pour le juge? À notre sens, deux explications peuvent être avancées. La première est que la caricature porte sur une personne identifiée dont on peut décliner le nom. Or, aujourd'hui, malgré une tendance à la personnification du juge, pendant très longtemps, notamment du fait de la collégialité, la conception française a été celle de la dépersonnification du tribunal. Le juge est la bouche de la loi, et seulement cela. En effet, force est de constater que les rares caricatures de juges que l'on a pu recenser sont celles particulières de grandes affaires. Donc on peut citer ici, à titre d'exemple, les quelques caricatures du juge Burgot, telle celle de Zocor, intitulée « Audience télévisée du juge Burgot, Nouvelle Starac ». Mais à l'inverse, le juge nord-américain, anglais, est cité et caricaturé. L'exemple le plus marquant en la matière est la caricature de la juge Dubreuil au Canada. Ceci s'explique par le fait que dans les pays de common law, il existe un phénomène d'hyper-personnification du juge. En effet, le juge, là-bas, dans ces pays-là, tient son autorité du peuple. Donc, la personnification du juge revient en fait à distinguer les aptitudes personnelles, les vertus personnelles à juger, de la fonction exercée. Donc, puisqu'il n'y a pas de personnification en France, sauf les cas particuliers que l'on a évoqués, il reste à voir peut-être s'il est possible de caricaturer la fonction du juge. Puisqu'on ne peut pas caricaturer la personne, peut-être est-il possible de caricaturer la fonction. N'oublions pas alors que caricaturer, c'est révéler les travers d'une personne et les grossir. On l'a dit, il est facile de croquer les travers des avocats, qui s'accommodent facilement de la vérité, qui sont vénaux, qui s'expriment de manière expressive. Daumier s'intéressait d'ailleurs à la pantomime emphatique de l'avocat en robe, étudiait les envolées du bras et détaillait les gestes oratoires. Cette théâtralité contraste en effet avec les postures statiques des juges. C'est d'ailleurs, à notre sens, pourquoi il est difficile de caricaturer le juge, de caricaturer l'immobilité du juge. En outre, personne ne remet en cause la nécessité du rôle du juge. Il est là pour trancher. C'est d'ailleurs l'office du juge. Ainsi, quel travers serait-il possible de caricaturer? Prenons les magistrats du siège. Peut-on caricaturer leur propension à sommeiller pendant les longues après-midi d'audience? Non, cela ne ferait pas une bonne caricature, ne rendrait pas un résultat vendeur, digne d'une caricature attractive. Certes,
le juge d'instruction est parfois cité, pointé du doigt, quelque peu caricaturé, mais c'est parce que dans les grandes affaires, c'est lui qui se retrouve sous les feux médiatiques. Quant au magistrat du parquet, juge debout, son lien hiérarchique avec le pouvoir politique via le garde des Sceaux ne suffit pas à créer la matière première pour une bonne caricature, pour le caricaturer efficacement. Donc finalement, le prestige de leur fonction leur confère un aspect lisse qui aboutit à un véritable consensus entre les caricaturistes sur le juge. En conséquence, le caricaturiste n'a pas de prise sur le juge, ni sur la personne du juge, puisque dépersonnification, ni sur la fonction du juge. Alors, osons le dire, le juge n'est pas un bon client, n'est pas une bonne matière première pour le caricaturiste. Tout au plus sera-t-il croqué. Pensons au dessin de presse de Plantu. Il dessine le juge, parfois dans son habit traditionnel, dans sa robe noire avec perruque. Mais cela n'est pas une caricature, les travers ne sont pas grossis. Alors, nous pensons également au croquis d'audience de Madame Ehrenschmidt, qu'on a entendu tout à l'heure. Donc là, je pense à ces croquis sur la juge Xavière Simoni, où celle-ci est représentée debout, face à un pupitre en robe, un crayon à la main, mais encore une fois, c'est un croquis, non une caricature. Aussi, s'il est loisible de caricaturer les travers des avocats, des huissiers, pour ne citer que, il n'en est pas de même pour le juge. Celui-ci est protégé, voire oublié, par le caricaturiste. Faut-il alors personnifier le juge? Faut-il alors faciliter un rapprochement entre le juge et le justiciable? Non, nous ne le pensons pas. La question de la caricature montre bien que les juges auraient trop à perdre, puisqu'ils s'exposeraient à la fois à la vindicte populaire, mais aussi aux armes des caricaturistes. Le relatif anonymat, dû à la collégialité notamment, représente un luxe dont les juges n'ont pas forcément conscience. La distance ainsi opérée avec le justiciable étant garante du respect dû à la justice. Alors, la fameuse robe noire, l'emblématique maillet, sont des symboles forts, mais non des éléments de caricature. Ceci étant dit, l'absence de mordant des caricaturistes envers le juge peut peut-être trouver une autre explication dans le rôle de bouclier protecteur du juge. En effet, les caricaturistes n'iraient pas mordre la main de celui qui peut les protéger. D'ailleurs, Madame Ehrenschmidt nous l'a dit tout à l'heure, c'est le président du tribunal qui l'autorisait à dessiner. Dans son rôle de bouclier protecteur, le juge peut donc être apprécié par les deux protagonistes, à la fois par le caricaturiste, puisque le juge va protéger sa liberté d'expression, et là je ne développerai pas plus et vous renverrai aux interventions du professeur Dubreuil, mais je ne reviendrai pas non plus sur la protection par le juge de la cible du caricaturé, enfin par le caricaturiste, pardon, puisque M. Perrier a évoqué les limites de la liberté d'expression. Néanmoins, quant à la protection du caricaturé, on l'a dit, l'immunité du caricaturiste n'est pas totale. Le juge civil ou pénal va pouvoir protéger les cibles contre les excès des caricaturistes, contre les caricaturistes qui ont trop chargé leur arme et caricaturé au-delà de ce qui était raisonnable. Pour ne citer que quelques outils brièvement du juge, on peut évoquer l'article 9 du
Code civil relatif au respect dû à la vie privée, l'article 809 du Code de procédure civile qui va permettre au juge d'ordonner des mesures conservatoires. Donc, on l'a cité tout à l'heure, la censure lorsque la caricature sera déclarée illicite. Donc, le juge sera en effet habilité à condamner des peines de dommages-intérêts, des peines d'amende, pourra prononcer la publication de la condamnation dans différents journaux pour en assurer la publicité. Donc, voici juste quelques outils du juge pour sanctionner le caricaturiste. Donc, finalement, pour conclure, puisque je pense qu'il est bientôt temps, constatons quand même qu'il a été possible d'étudier les rapports entre le juge et le caricaturiste en l'absence même de caricature de juge. En essayant d'apercevoir le juge cible, on a ressenti fortement le prestige de la fonction du juge. Fonction respectée par le caricaturiste, d'une part parce qu'il ne représente pas un réel intérêt dans son stock de personnes à caricaturer, mais respectée aussi puisque c'est le juge qui protège son activité. On a alors testé la force du bouclier du juge, protecteur du caricaturiste et du caricaturé. Mais il manque dans cette étude un cas, et un cas loin d'être un cas d'école. Vous l'aurez compris, je crois, je parle du juge caricaturiste. En effet, le juge est aux premières loges pour apprécier les travers des justiciables, mais aussi les travers du personnel de justice. Il a la matière au quotidien. Il peut donc être tenté parfois de revêtir non la robe du juge, mais la robe du caricaturiste. Mais il est alors, dans ce cas, soumis aux mêmes droits et obligations que n'importe quel caricaturiste. Alors, l'affaire à laquelle je pense concernait un juge membre du syndicat de la magistrature et le caricaturiste Placide pour un ouvrage qui caricaturait la police nationale. On a vu la couverture de cet ouvrage tout à l'heure dans l'intervention de M. Perrier, il me semble. Donc c'était un policier avec plus ou moins un visage de cochon, il me semble. Et donc un jugement en première instance a relaxé les protagonistes, un arrêt en cour d'appel a condamné le juge caricaturiste pour diffamation. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a été saisie a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'elle a déclaré le juge caricaturiste donc coupable de complicité de diffamation publique envers une administration publique. L'ultime décision rendue sur envoi par la Cour d'appel de Rouen a certes reconnu les propos diffamatoires, mais a plus encore reconnu le but légitime du livre litigieux. Le juge bénéficie donc lui aussi de la liberté d'expression. Voilà un autre lien entre le juge et le caricaturiste qui ne peuvent faire qu'un. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions.